Bonjour et bienvenue sur Studio Bagio. Bonjour, je vais vous parler de Crusader Kings. Crusader Kings est une série de jeux où l'on joue à un dirigeant médiéval, chrétien dans les premiers jeux puis étendu à toutes les religions plus tard. Ce jeu est développé par Paradox Development Studio, un studio suédois. Donc dans Crusader Kings 3, on peut démarrer la partie soit en 867, soit en 1066, et la partie se terminera en 1456, ce qui fait que l'on peut y vivre les croisades, les invasions mongoles et même les pillages vikings. Crusader Kings possède une très grande communauté de modding, c'est-à-dire que des personnes programment de nouveaux scénarios ou même de petites améliorations pour rendre le jeu plus agréable. Dans Crusader Kings, on joue un personnage qui possède différents titres. Dans ces titres, on peut trouver des comtés, des duchés, des royaumes, des empires et des baronnies. Il existe trois types de baronnies. Les baronnies qui appartiennent aux nobles, les évêchés qui appartiennent aux religieux et les cités qui appartiennent aux bourgeois. Un ensemble de plusieurs baronnies forme un comté qui est une unité de terrain. C'est-à-dire que quand notre personnage possède un comté, il a un contrôle plus ou moins direct sur toutes ces baronnies. Ensuite, il existe des titres plus puissants, les titres de jure, comme les duchés, les royaumes et les empires. Quand on est duc, cela nous donne la possibilité de devenir le suzerain d'un comte. Cela signifie que ce comte devra nous passer une partie de ses impôts et de ses levées, c'est-à-dire de ses soldats. Pareil, quand on est un roi, on peut être le suzerain d'un duc, et quand on est un empereur, on peut être le suzerain d'un roi. Par exemple, le roi de France est suzerain du duc de Normandie. Cela veut dire que le duc de Normandie doit fournir de l'or et des hommes au roi de France. Mais le duc de Normandie a lui-même ses propres vassaux. Cependant, chaque personnage titré devra forcément posséder au moins une baronnie. Par exemple, le roi de France contrôlera directement Paris. Comme je le disais plus tôt, l'on contrôle un personnage dans ce jeu. Ce personnage a plusieurs caractéristiques. Il a son âge, sa religion, sa culture. Il possède aussi une certaine quantité d'or et d'hommes qu'il peut lever. Le prestige représente à quel point le personnage est célèbre. Par exemple, le roi de France sera plus connu qu'un petit comte au milieu de la Russie. Le prestige est une valeur que l'on peut dépenser, et ainsi pour savoir à quel point un personnage est glorieux, il y a la gloire qui représente combien de prestige la personne a gagné pendant toute sa vie. La piété représente à quel point un personnage a été vertueux selon les préceptes de sa religion. Par exemple, il est mal vu pour un seigneur catholique d'être sadique. Comme la piété est dépensable pour certaines actions, par exemple demander des faveurs au pape, il y a la dévotion qui représente à quel point on a gagné de piété durant toute notre vie. Ensuite, un personnage dispose de plusieurs traits. Cela représente comment il se comporte. Par exemple, un personnage zélé aura tendance à beaucoup penser à la religion avant de faire une action. Les personnages ont aussi des traits d'éducation. Cela représente comment ils ont été éduqués et s'ils ont été bien éduqués ou pas. Il existe aussi d'autres types de traits, par exemple les traits de commandant qui donnent des avantages sur le champ de bataille, les maladies qui donnent des gros désavantages à la santé, ou même des traits qui sont génétiquement transmissibles. Par exemple, si les gens d'une certaine famille seront plutôt beaux ou plutôt intelligents. Cela pousse certains joueurs à faire de l'eugénisme, c'est-à-dire qu'ils font de la sélection artificielle pour créer un héritier parfait, ce qui est plus ou moins moral. Chaque personnage a aussi 6 statistiques. La diplomatie, qui représente comment le personnage se comporte en société, ce qui permet d'être apprécié. Le martial, qui représente si le personnage est un bon commandant et saura guider une armée. L'intendance, qui représente si le personnage sait gérer des territoires qui permet d'augmenter les impôts. L'intrigue, qui représente si le personnage est fort pour comploter par exemple des assassinats ou des séductions.
l'érudition, qui représente si le personnage se connaît en technologie, en culture, en religion, et la prouesse, qui représente si le personnage sait se battre et peut gagner un duel. Cependant, un personnage ne peut pas vivre indéfiniment. À sa mort, on joue son héritier. Cependant, pour avoir un successeur, un personnage doit avoir des enfants. Il y a deux manières d'avoir des enfants. Soit on les a dans le cadre du mariage, donc avec sa femme, ou alors on peut les avoir dans un cadre extra-conjugal. Cependant, les enfants nés hors mariage seront considérés comme des bâtards et ne pourront pas hériter de titres à moins d'être légitimés. Chaque personnage fait partie d'une dynastie qui représente à quelle famille il appartient. Un enfant hérite de la dynastie de son père à moins qu'il soit issu d'un mariage matrilinéaire. Dans ce cas, il héritera de la dynastie de sa mère. Quand un personnage titré meurt, il y a plusieurs manières de répartir ses titres. Il existe plusieurs règles par rapport au sexe de l'héritier. Il est possible que seuls les hommes puissent hériter, ou alors seules les femmes, ou alors que les hommes héritent en priorité, mais que s'il n'y a pas d'homme disponible, une femme puisse devenir reine, ou alors que le sexe n'importe pas. Il existe plusieurs manières de partager des titres après la mort d'un souverain. Dans le partage salique, tous les titres du mort sont partagés entre tous les enfants éligibles. Dans le partage par primogéniture, tous les titres appartiennent à l'enfant éligible le plus vieux. Dans le partage par ancienneté, seulement le personnage le plus vieux de la dynastie hérite du titre. Tandis que dans le partage électif, ce sont les vassaux du titre qui vont voter pour qui sera le prochain dirigeant. Ainsi, on perd la partie si notre dirigeant meurt et qu'il n'a pas d'héritier de sa dynastie. Bien évidemment, un jeu sur le Moyen-Âge ne pouvait pas se faire sans guerre. Pour déclarer une guerre, il faut un casus belli, c'est-à-dire une raison pour déclarer la guerre. Cela peut être vassaliser un seigneur indépendant ou prendre des titres à un seigneur étranger. Après avoir déclaré la guerre, on peut appeler ses alliés. Pour forger des alliances, il faut qu'il y ait des mariages royaux entre les deux dynasties. Par exemple, si le roi de France se marie avec une princesse espagnole, l'Espagne pourrait l'aider dans ses guerres. Ensuite, il faut lever des soldats. Parmi ces soldats, il y a les levés, donc les levés qui viennent des baronnies que l'on possède et des baronnies de nos vassaux. Il y a les hommes d'armes, qui sont des soldats directement entretenus par le seigneur, mais qui coûtent plus cher. Et les bandes mercenaires, qui sont des soldats que l'on recrute contre de l'argent, mais qui ne viennent pas des levés. Lors d'une guerre, il y a une valeur qui dit à quel point on gagne la guerre. C'est le score de guerre. Il peut aller de moins 100% à 100%. Quand il est à 100%, cela signifie que l'attaquant a remporté sa guerre et que donc il peut obtenir ce pourquoi il a déclaré la guerre. Si c'était vassalisé, il vassalisera le seigneur indépendant. Ensuite, s'il est à moins 100%, cela signifie qu'il a perdu la guerre et donc il perdra beaucoup de prestige pour avoir échoué une guerre qu'il a lui-même initiée et en plus il devra accorder des réparations au seigneur qu'il a attaqué. Enfin, si une guerre dure depuis trop longtemps, les seigneurs peuvent faire une paix blanche, ce qui n'engagera pas de réparation, mais qui fera quand même perdre du prestige à l'assaillant. Il y a plusieurs manières d'obtenir du score de guerre. Il y a les batailles, quand deux armées s'affrontent. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent permettre de gagner une bataille. Il y a si l'on a des bons commandants, si on a une position avantageuse, comme défendre une rivière ou se défendre dans des montagnes. Et il y a aussi des hommes d'armes spéciaux. Par exemple, les lanciers seront plus efficaces contre les cavaliers. Une autre manière d'obtenir du score de guerre est d'assiéger les propriétés de l'ennemi. Ainsi, pour chaque baronnie que l'on occupe, l'on gagne du score de guerre. La durée du siège peut être raccourcie avec certains hommes d'armes, comme les catapultes. Une autre manière d'obtenir du score de guerre est de capturer des personnages importants ennemis,
si l'on tient le seigneur ennemi en otage, cela nous assure à coup sûr de gagner la guerre. L'on capture des personnages ennemis pendant les batailles ou pendant les sièges. Quand un personnage est capturé, on peut aussi l'exécuter ou le rançonner. Cependant, certains personnages, comme par exemple les Vikings, ont la possibilité d'attaquer des gens contre lesquels ils ne sont pas en guerre, et chaque pillage qu'ils feront leur rapportera de l'or. Il existe d'autres manières que la guerre pour arriver à ses fins, et pour cela il y a les complots. Il existe deux types de complots, les complots offensifs et les complots sociaux. Les complots ont une barre de progression qui, tous les mois, a une chance d'augmenter de 10% selon l'efficacité du complot. Quand la barre arrive à 100%, le complot se termine et a une chance de réussir et une certaine chance de rester secret selon l'efficacité du complot. Pour améliorer l'efficacité du complot, on peut y inviter des gens. Alors, les complots offensifs sont des complots qui visent à nuire à quelqu'un. Cela peut être un meurtre ou un enlèvement. Les complots sociaux sont des complots. Les complots sociaux visent à créer une relation avec quelqu'un, que ce soit devenir ami, devenir amant, devenir amoureux, et ainsi avoir des gens qui ne nous seront pas hostiles. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un accepterait de rejoindre votre complot. Il peut accepter de bonne foi, juste parce qu'il n'aime pas la personne que vous voulez tuer, par exemple. Vous pouvez devoir le corrompre, lui donner de l'argent pour qu'il participe à votre complot, ou même le menacer en utilisant un hameçon. Un hameçon, c'est avoir un moyen de faire pression sur quelqu'un, que ce soit parce que cette personne nous doit une faveur, ou parce que l'on connaît un secret et qu'on peut faire du chantage à cette personne. Chaque personnage possède une culture, tout comme chaque comté. Les cultures, cela peut être français, être allemand, être turc, être égyptien. Chaque culture a un niveau technologique qui détermine ce que les membres de cette culture peuvent ou ne peuvent pas faire. Cela détermine si quelqu'un sait fabriquer une catapulte ou alors s'il sait établir une loi par primogéniture. Ainsi, il faut avoir un certain niveau technologique pour débloquer certaines lois et certaines armes. Le niveau technologique d'une culture progresse selon l'érudition du personnage le plus puissant de cette culture. Dans Crusader Kings 3, chaque religion est différente. Par exemple, chaque religion a ses caractéristiques. Par exemple, si la religion permet des croisades ou si la religion vénère les anciens. Chaque religion a des traits qui sont considérés comme des vertus ou des péchés. Par exemple, la gourmandise sera considérée comme un péché pour la religion catholique et la bravoure sera vue comme une vertu dans la plupart des religions païennes. Ensuite, il y a aussi si la religion accepte ou pas les meurtres, combien de femmes il peut y avoir, quelle sera la place de la femme selon cette religion, etc., etc. Certaines foi ne sont pas encore organisées, comme par exemple la religion nordique des Vikings, mais elle peut être réformée et organisée pour avoir un système de prêtres si le joueur possède au moins 3 lieux saints, par exemple la Mecque est considérée comme un lieu saint musulman, et suffisamment de piété. Quand on réforme une religion, cela permet de choisir ses caractéristiques. On peut aussi créer des hérésies pour les religions déjà organisées comme l'islam ou le catholicisme, avec un mécanisme à peu près similaire, sauf que l'on n'a pas besoin de contrôler autant de lieux saints. Pour conclure, Crusader Kings, c'est une série de jeux très complets mais aussi très complexes sur la période médiévale que je vous invite tout de même à essayer car Crusader Kings 2 est gratuit sur Steam. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous à la semaine prochaine
pour une nouvelle vidéo de Studio Bagio.